Merci beaucoup, Jonathan. Donc, il m'a présenté Ariana Fortune, prof de politique ici. Mais on n'est pas là pour moi, on est là pour mon invité qu'on est très content d'avoir. On commence toujours par une petite biographie, alors on me dirait si j'ai oublié des morceaux. Donc, des études en littérature à McGill, donc bac, ensuite une maîtrise en création littéraire, ce qui lui a amené une médaille d'or du gouverneur général. Si vous demandez à quoi sert un gouverneur général, vous avez votre réponse, non. Et finalement, un doctorat postdoc, donc sur Guy de Maupassant et Gabriel Roy. Et assez rapidement, ensuite, il s'est intéressé donc à des revues, donc la revue Liberté, dans un premier temps, et cofondateur de la revue L'Inconvénient jusqu'à l'heure actuelle. Donc, c'est quand même un projet depuis 1999. C'est ça, la revue a 25 ans. On vient de publier le numéro 100. Donc, quand même un projet sur le long terme qui s'intéresse à la fois aux enjeux de culture, de société, etc. Donc, il est quand même assez varié. Et graduellement également, donc, des livres, un roman et plusieurs essais quand même. Donc, vous adressez à des cégepiens et cégepiennes qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie. Peut-être dans un premier temps, qu'est-ce qui a animé vos choix à la fois d'études, de carrière, de sujets? Il y a eu beaucoup de choses non calculées, en fait, je dirais, dans ma vie. Quand j'avais votre âge au cégep, je ne savais pas trop, en fait, vers quoi m'orienter. J'aurais pu prendre plusieurs voies. J'avais fait le profil de sciences, mais j'avais des bonnes notes aussi en français, en philo. J'hésitais entre la bio et la chimie. Alors, finalement, je suis allé en biochimie, juste parce que je ne savais pas prendre lequel des deux. Mais après un an, je me suis rendu compte que je voulais plutôt faire du cinéma. Mais je ne pouvais pas changer d'université tout de suite. Fait que là, j'ai changé de département à McGill. Je suis allé en littérature française en me disant ça va me servir pour faire des scénarios de cinéma. Mais là, j'ai aimé la littérature là. Puis finalement, je suis resté là pendant 10 ans. Donc, je ne suis pas en train de faire l'éloge de l'éparpillement. Mais des fois, on ne sait pas tout de suite du premier coup ce qu'on veut faire. Mais des fois, au fil de la vie, on le découvre. Et puis ensuite, dans ma carrière professionnelle, souvent, il y a des choses qui sont arrivées sans que je le prévoie. Je n'avais pas nécessairement un plan de carrière. Comme j'ai été 10 ans chercheur pour la chaire de recherche de Gérard Bouchard, qui est sociologue et historien. Je n'avais pas prévu être chercheur pour lui, mais j'ai fait ça pendant 10 ans. Et Gérard Bouchard a présidé une commission d'enquête sur le... Il y a eu une crise sur les accommodements raisonnables il y a plusieurs années. Et là, je suis allé à cette commission parce que j'étais son adjoint. Donc, j'ai vécu l'expérience d'une commission gouvernementale, mais ça non plus, ce n'était pas prévu. Puis, parce que j'ai fait la commission Bouchard-Taylor, on m'a invité ensuite à la commission Charbonneau sur la corruption dans l'industrie de la construction au Québec. Et là, j'ai été rédacteur pour une commission. Et ça non plus, ce n'était pas prévu. Donc, la vie m'a apporté toutes sortes d'occasions professionnelles comme ça qui n'étaient pas toujours calculées. Donc, puis maintenant, je vis, je dirais, les livres, c'est un peu la même chose. Des fois, les sujets de livres, c'est l'inspiration qui nous l'apporte comme ça. Je n'avais pas planifié faire un livre sur Trump, mais à un moment donné, le sujet s'est imposé. Alors, je ne sais pas, on dirait avec le temps, je me suis dit, dans ma façon de vivre, on ne peut pas tout calculer, tout prévoir. Puis des fois, c'est juste de faire du mieux qu'on peut dans le moment, dans ce qu'on fait. Puis souvent, c'est la vie qui nous apporte des occasions. Oui, je pense que c'est vraiment... c'est un beau témoignage parce qu'effectivement, c'est très difficile. En tout cas, moi, si je parle même de mon expérience personnelle, c'est très difficile d'essayer de se projeter vers l'avenir, justement, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Puis il y a comme une ouverture à l'aventure, puis à la découverte, puis on se dirige des fois dans toutes sortes de... Oui, puis ça permet de faire différentes choses qu'on n'avait pas nécessairement prévu faire. Et puis là, on découvre d'autres choses. On découvre aussi des aptitudes qu'on avait puis qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est bien aussi de s'ouvrir aux occasions que la vie nous offre. Puis on parlait un petit peu avant la conférence, c'est là qu'il m'a dit effectivement qu'il avait fait partie de la commission Charbonneau, puis il y avait comme travail, entre autres, d'essayer de reconstituer les faits.
Et donc, c'est intéressant parce qu'il me racontait, puis je vais vous laisser le raconter, mais ça l'a influencé, en fait, votre travail sur ce livre-là par la suite. C'est ça, la commission Charbonneau, je ne sais pas si vous en avez un peu entendu parler. Si vous voulez vous familiariser avec ça, j'ai aussi scénarisé avec mon collègue André Noël, qui était journaliste d'enquête au Journal La Presse et qui était aussi rédacteur à la commission Charbonneau. On a co-scénarisé une série qui s'appelle Corruption. Ça a été diffusé à la télé sur Crave, les chaînes Bell, nouveau, je pense. Et ça résume, il y a 5 épisodes, et puis ça résume bien tout ce qui a été découvert à la commission Charbonneau. Et donc, dans cette commission, il y avait toutes sortes de problèmes de corruption dans l'industrie de la construction à toutes sortes de niveaux au Québec. Et là, la commission entendait plein de témoins. Donc, par exemple, une quarantaine de témoins sur qu'est-ce qui se passait à Laval, par exemple. Il y avait tout un système qu'il fallait comprendre. Et là, notre tâche à nous, comme rédacteurs, c'était de raconter l'histoire. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé à Laval? Qu'est-ce qui s'est passé à la Ville de Montréal? Qu'est-ce qui s'est passé au ministère des Transports? Qu'est-ce qui s'est passé à la FTQ Construction? Et là, on a les témoignages d'une quarantaine de personnes, mais comment savoir qui dit la vérité, qui ment, qui déforme les faits pour se protéger, comment... Et c'est là que la juge Charbonneau et les procureurs de la commission, ils nous montraient comment arriver à évaluer la crédibilité des personnes. Comment savoir que telle personne dit vrai puis l'autre ment. Puis un des outils qu'on utilisait, c'est ce qu'on appelle la corroboration. C'est quand une personne dit quelque chose et puis quelqu'un d'autre le dit sans que les deux se soient concertés. Là, on peut dire, il y a 2 personnes qui disent la même chose sur des faits. Donc là, c'est probable que cette chose-là soit vraie. Et plus il y a de gens qui disent la même chose, on va dire un fait est corroboré. Et ça aide à établir la vérité quand on cherche la vérité dans des histoires comme ça. Et j'ai un peu appliqué ça en faisant le livre sur Trump parce que pour faire le livre, j'ai consulté beaucoup de sources. J'ai lu une quarantaine de livres sur Trump. Et en lisant les livres, là, je pouvais voir, OK, il y a telle idée qui revient. Tu sais, parce que la question qu'on peut tout de suite se poser quand quelqu'un écrit un livre sur Trump, c'est bon, est-ce qu'il fait ça pour se venger? Est-ce que Trump lui a fait quelque chose, puis là, il veut salir Trump dans un livre? Ou bien ce qu'il dit, c'est vraiment objectif, c'est vraiment la vérité? Donc, il y a aussi un travail pour établir la crédibilité des sources. Puis dans le choix des sources aussi, parce que ce qui complique aussi les choses, c'est que Trump a beaucoup commandé de livres sur lui-même, des livres qu'on appelle hagiographiques, c'est-à-dire des livres qui font son éloge, ses louanges. Donc, il y a des livres comme ça qui ne sont pas vraiment objectifs. Et tous les livres qui sont signés Donald Trump, lui, n'en a écrit aucun. Il engage toujours des gens pour les écrire à sa place. Et ce qu'on dit, c'est qu'il n'a lui-même pas lu ses propres livres. C'est-à-dire que parce qu'il y a les écrivains fantômes qui écrivaient les livres pour Trump, ont raconté ces histoires-là. J'écrivais les chapitres, puis je lui demandais de les lire pour savoir êtes-vous d'accord avec le chapitre que je viens d'écrire? Puis Trump disait oui, c'est correct, mais il les lisait jamais. Donc, Trump n'a pas lu ses propres livres. Et donc, ça, il faut tenir compte de ça aussi comme source. Et il y a aussi le fait qu'il commandait des livres qui devaient présenter un portrait positif de lui-même. Mais là, déjà, on voit qu'il y a un problème au niveau de la crédibilité parce que c'est lui qui paye pour avoir un portrait orienté et favorable de lui-même, alors que là, le but de l'exercice, c'est de connaître les faits, Et je voulais que le livre soit objectif dans tous les faits qui sont relatés. Donc, c'est ça me donne un peu, si je peux dire, un aperçu, entre guillemets, de la méthodologie, mais du moins de la méthode qui a été utilisée à la fois dans le choix des sources, à la fois dans le traitement également de l'information, parce que c'est un sujet qui est assez sensible, assez controversé. Donc, c'est important d'être capable de distinguer un peu le vrai du faux. Puis je pense que c'est vraiment important d'être capable de le dire, puis de dire d'où ça vient, puis comment ces choix-là ont été faits. Je recule un peu en arrière. D'où est venue l'idée d'écrire un livre sur Donald Trump? J'avais commencé à lire sur lui il y a quelques années, pendant son premier mandat, parce que là,
c'est tellement un politicien atypique qui n'a pas du tout suivi le parcours habituel d'un président. Parce qu'aux États-Unis, normalement, un président, soit qu'il a été maire d'une grande ville, ou il a été sénateur, ou il a été gouverneur, il s'est consacré à la politique pendant plusieurs années. Et puis là, devenir président, c'est l'aboutissement d'une carrière en politique. Mais Trump n'a rien fait de ça. Il sortait un petit peu de nulle part, du champ gauche, on pourrait dire, dans ce domaine-là. Et il avait vraiment une façon, disons, non conventionnelle d'exercer le pouvoir. Alors, j'avais besoin de comprendre qui il était. Et donc, j'ai commencé à lire sur lui. Mais là, il a été battu par Biden. Alors, je m'étais dit, bon, OK, il n'est plus dans le décor politique. Donc, j'avais mis ça de côté. Mais quand je voyais qu'il y avait des bonnes chances d'être réélu, je me suis remis à lire. Et puis, c'est là que l'idée de faire un livre a germé, parce que en lisant, je découvrais toutes sortes d'informations sur lui. Là, je partageais ça avec les gens autour de moi, puis je disais, savais-tu ça à propos de Trump? Les gens disaient non. Savais-tu ça? Non. Savais-tu ça? Non. Puis c'était des choses importantes. Puis je voyais des journalistes parler à la télé qui affirmaient des choses sur Trump. Je disais, non, 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 c'est pas ça du tout. Vous vous trompez. Puis c'est là que je me suis dit, OK, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas sur Trump. Donc, Trump est très, très connu. C'est quelqu'un, mais en même temps très méconnu, parce que un des grands talents de Trump, c'est de vendre une image de lui-même qui n'est pas l'homme réel. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est « Portrait d'un imposteur ». Il se présente comme quelqu'un qu'il n'est pas, mais il a beaucoup de talent à vendre cette image. C'est quelqu'un qui qui a toujours fait son autopromotion comme ça. Et le but du livre, c'était de déconstruire les mythes qu'il a fabriqués sur lui-même. Et deux mythes, entre autres, c'est celui qui serait un self-made man, là, donc un homme d'affaires qui s'est fait lui-même, qui a créé sa propre fortune. Ça, c'est le premier mythe. Et puis l'autre mythe qu'il a beaucoup propagé de lui-même, c'est que il serait une sorte d'artiste du deal, un maître de la négociation, vraiment un génie des affaires. Et ça, ce sont deux mythes qu'il a propagés qui sont en fait complètement faux. Quand on examine les choses, là, puis qu'on essaie d'aller derrière l'écran de fumée, on voit que le vrai Donald Trump, c'est pas ça du tout. Effectivement. Donc, un peu, c'est la question qui est derrière, c'est qui est réellement Donald Trump, justement, derrière cet écran de fumée. Puis ça fait une super belle, un beau lien. En fait, là, je m'avance un peu dans le livre, mais avec... Donc, vous distinguez 3 traits un peu de personnalité, chacun un peu par un chapitre. Et vous avez parlé des différents mythes, donc c'est un peu lui qui les met de l'avant. Donc, le premier chapitre sur sa personnalité, c'était sur l'usage du mensonge. Puis, il y a un rapport quand même assez particulier à la communication, au langage. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus? C'est ça. Bien, une des choses que finalement on découvre dès qu'on... Et puis qui maintenant qui est devenu à peu près très connu de tous, là, c'est l'espèce d'étrange défaut qu'il a là, de mentir tout le temps. Là. C'est un menteur compulsif. On dirait qu'il ne peut pas s'empêcher de mentir. Le journal Washington Post avait une équipe de vérification des faits et ils avaient relevé que durant les 4 années de son premier mandat, Trump avait formulé quelque chose comme 30 753 mensonges. Donc, ça veut dire, dans ses déclarations publiques, ça veut dire que chaque jour, il y a au moins 20 faussetés qui sortent de sa bouche quand il communique de façon officielle. Donc ça, c'est dans sa carrière, mais dans toute la vie de la famille Trump, c'est plein de mensonges partout. Et c'est pour ça que c'est comme quelqu'un qui... On dirait qu'il a toujours baigné dans le mensonge. D'abord, le nom Trump, c'est pas le vrai nom de cette famille-là. Le vrai nom, c'est un nom allemand, Drumpf, qui, à un moment donné, ils ont changé pour Trump. Ils ont fait à croire qu'ils étaient d'origine suédoise, alors qu'ils sont d'origine allemande. Donald, je cite des exemples les plus connus, là, quand il y avait la guerre du Vietnam, pour ne pas aller à la guerre, ils ont fabriqué un faux certificat médical pour dire qu'il y avait un problème au pied
qui l'empêchait de marcher et donc d'aller à la guerre, mais c'était un mensonge, encore une fois. De toute façon, il passe tout le temps son temps à marcher sur des terrains de golf, donc il n'avait pas cette maladie-là. Un autre mensonge, il n'a pas arrêté de faire comme si l'argent de son père était son propre argent à lui. Quand il était jeune homme, là, il donnait des entrevues au New York Times, puis il disait « Moi, je vaux 200 millions de dollars ». Il se promenait dans la limousine de son père avec le chauffeur de son père dans un appartement payé par son père. Puis là, il disait « Je vaux 200 millions », mais l'argent, c'est pas à lui, c'est à son père. Mais il faisait comme si l'argent de son père était son argent à lui. Il revendiquait une richesse qui n'était pas la sienne. Donc, et toute sa vie, il a fait ça comme ça. Il a raconté des histoires, puis une des histoires les plus célèbres qu'il a raconté maintes fois devant des journalistes, il disait toujours ça. Il dit « Mon père m'a prêté 1 million de dollars quand j'étais jeune. Et puis, je suis tellement bon en affaires qu'avec ça, j'ai réussi à créer 1 milliard de dollars. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est que son père lui a donné à peu près 500 millions de dollars. Il lui a pas prêté un, il lui en a donné 500. Son père, quand il était tout petit, mettait de l'argent dans des fiducies pour ses enfants, pour sauver de l'impôt. Donc, il donnait 200 000 dollars comme ça chaque année à tous ses enfants. Alors, Donald, quand il était petit, à 8 ans, il avait déjà 1 million de dollars, mais là, on est au début des années 50. Là, ça vaut à peu près 15 millions de dollars. Donc, le petit Donald, là, à 8 ans, il a déjà à peu près, disons, 15 millions de dollars. Il est déjà indépendant de fortune, comme on dit. Il n'a même pas besoin de travailler de toute sa vie. Il n'a pas besoin d'étudier. Il n'a pas besoin de... Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a peut-être été un très mauvais élève, parce que ça c'est l'autre chose. Là. On parle de l'autre mythe où il se présente comme un génie des affaires et tout ça. Mais la vérité là-dessus, c'est que il est un très mauvais homme d'affaires. Il a fait plein de faillites. Dans les années 90, à un moment donné, il avait décidé d'investir dans des casinos à Atlantic City. Puis là, il y avait un casino. Là, il décide d'en acheter un deuxième. Tous les gens autour de lui lui disent « Donald, ne fais pas ça. » Parce que là, tous les clients du premier casino vont aller au deuxième. Puis là, le premier casino va perdre de l'argent parce qu'il... Puis il disait non, la marque Trump est tellement forte que tous les gens vont quitter les autres casinos pour aller dans les casinos Trump. Ses directeurs lui disaient je ne pense pas que c'est un bon calcul. Il l'a fait quand même parce qu'il n'en fait qu'à sa tête. Il pense qu'il a toujours raison. Il ouvre un troisième casino, le Taj Mahal, un énorme casino. Il a mis 1 milliard de dollars là-dedans pour le rénover. Puis on disait Donald, fais pas ça, tu vas encore phagocyter tes autres casinos. Non. Tout le monde, la marque Trump, tout le monde va venir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les 3 casinos ont fait faillite. Donald Trump a tout perdu. Il a perdu, il y avait aussi une ligne aérienne, il a perdu sa ligne d'aviation, il a perdu son équipe de football qui a fait faillite. Il avait fondé la Trump University, qui n'était pas vraiment une université, mais elle aussi a fait faillite parce qu'elle avait commis de la fraude. Et donc, au milieu des années 90, lui-même l'a dit, hein, il valait moins 900 millions. Il ne valait plus un sou, il était ruiné, il était dans la rue. Et là, la grosse ironie de la vie de Trump, parce que sa vie, c'est quelqu'un qui a été très chanceux en même temps, parce que là, il y a un gars qui faisait, un producteur de télé-réalité, un monsieur qui s'appelait Burnett, il faisait une télé-réalité qui s'appelait Survivor. Donc ça, c'était des participants qui s'affrontaient au milieu de la jungle dans des épreuves et tout ça. Puis il s'est dit, je vais faire Survivor à New York, à Manhattan. Donc là, les participants, ils vont s'affronter dans la jungle des affaires. Donc là, ça va être des jeunes gens d'affaires qui veulent... Puis il dit, j'ai besoin d'un mentor pour animer l'émission. Puis là, il dit, mais je pourrais prendre Donald Trump. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les médias, on l'a vu. Quelqu'un qui parle fort et tout. Il pourrait faire un bon acteur de télé-réalité. Alors, Burnett engage Donald Trump au moment où il est ruiné, puis il lui demande de jouer le rôle du mentor qui est l'homme d'affaires à succès. Fait que, voyez-vous l'énorme ironie de la chose, là? Et puis là, il a joué dans cette émission-là pendant une dizaine d'années, là. Alors là, tout le monde pense qu'il est un homme d'affaires génial parce qu'il joue dans une télé-réalité le rôle d'un homme d'affaires alors qu'il était complètement ruiné avant, avec toute une série de faillites et dans des entreprises qu'il avait financées avec l'argent de son père. Parce qu'en réalité, Donald Trump, c'est un héritier. C'est quelqu'un qui a reçu énormément d'argent. Et puis,
une autre ironie, il y a un journal d'affaires qui s'appelle The Economist, un journal anglais célèbre là, qui s'occupe. Et eux ont fait le calcul que si Donald, quand il était jeune, avait simplement pris l'argent que son père lui a donné, il avait simplement mis ça à la bourse, sans rien faire du tout, là, il serait beaucoup plus riche qu'il l'est aujourd'hui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que toutes les entreprises de Donald Trump, tout ce qu'il a fait, tout ça, en fait, l'a appauvri. Il aurait été mieux de rien faire du tout. Il aurait été mieux d'être juste un héritier et faire profiter son argent à la bourse, et puis il serait aujourd'hui beaucoup plus riche. Donc ça nous dit quelque chose sur le fait qu'il n'est pas du tout ce génie des affaires qu'il prétend. Donc ça, c'est donc l'autre mensonge ou l'autre mythe concernant Trump. Mais le talent qu'il a, c'est de convaincre les gens de ça. Et c'est pour ça que les gens l'ont élu. Ils se sont dit, ah, c'est un homme d'affaires génial. Il a fait fortune par lui-même. C'est un self-made man. Donc, il peut gérer les États-Unis. Il est tellement un bonhomme d'affaires. Mais quand on gratte et qu'on regarde les faits derrière, on voit que c'est absolument pas ça. Et on voit qu'il y a énormément de gens qui se font manipuler, carrément. Beaucoup de crédulité. Des gens qui sont pas bien informés et qui gobent des mensonges qu'on leur transmet et qui se font avoir comme ça. Et puis là, ils vont élire quelqu'un qui, en fait, ne possède pas vraiment les connaissances et les habiletés pour gouverner comme il faut. Et là, ce qu'on voit dans son mandat, et dans le premier, c'est que sa gouvernance est très chaotique avec les tarifs douaniers, par exemple. Il impose des tarifs, les enlève, les augmente, les diminue. Il y a quelque chose de chaotique dans sa façon de gérer les choses. Pendant le COVID, c'était la même chose. Donc, pour conclure là-dessus, donc le mensonge est comme omniprésent. Puis pourquoi il ment autant? Je pense que c'est pour cacher ses faiblesses. S'il veut faire croire qu'il est un self-made man, c'est parce qu'on dirait qu'il n'y a pas l'humilité de dire, ben je suis un héritier. J'ai reçu beaucoup d'argent de mon père. Et c'est comme s'il n'a pas l'humilité de reconnaître la dette qu'il a envers son père. Et là, il va raconter le mensonge de « Non, c'est moi qui ai fait ma fortune moi-même par mes propres moyens », alors que c'est faux. Mais pourquoi il ne le reconnaît pas? Il y a comme un manque d'humilité. Et ce qui nous mène peut-être au deuxième point. Exactement. Donc, ça nous amène, c'est un pont magnifique. Donc, ça nous amène en fait au deuxième trait de personnalité qui fait aussi l'objet d'un chapitre, qui est en fait la faille narcissique ou en fait une faible estime de lui-même au fond de lui. Donc, et c'est cette faible estime qui fait une espèce de contrainte intérieure, puis ça va venir affecter son comportement. Vous donnez notamment l'exemple de son développement quand il était enfant. Est-ce que c'est possible d'élaborer un peu là-dessus, dans la dynamique familiale? Oui, c'est ça. Là, sur le plan de l'estime, Donald là, entre autres, il y a des gens de sa famille qui ont parlé de qui il était quand il était petit. Donc, je suis allé chercher ces sources-là aussi dans le livre. Il y a entre autres sa nièce qui s'appelle Mary qui a parlé de tout ça. C'est que Donald, c'est quelqu'un qui avait des difficultés à l'école. Il y avait des troubles de concentration, problèmes d'apprentissage. Et puis, ça le rendait violent. C'est un intimidateur. Il tapait sur les petits-enfants à l'école. Donc, on a dû le renvoyer de l'école. Son père l'a placé dans une académie militaire pour que les militaires puissent comme, le redresser parce qu'il était trop violent avec les autres. Donc, il a grandi comme ça, loin de sa famille, pendant toute son adolescence, donc avec des militaires pour l'encadrer. Donc, il y a... Et ce que sa nièce dit, c'est comme s'il a vécu comme ça avec... Là, on touche plus à l'aspect psychologique humain, là, comme une sorte de manque d'amour et qui a nourri aussi un manque d'estime. Manque d'estime qui venait aussi du fait qu'à l'école, il ne réussissait pas du tout. Et ça aussi, il y a des témoignages qui racontent que c'était sa sœur aînée qui faisait ses devoirs. Pour rentrer à l'université, il a payé quelqu'un pour faire l'examen d'admission à sa place parce qu'il n'arrivait pas à le faire.
c'est pas clair qu'il a vraiment... il a obtenu son diplôme, mais beaucoup de gens disent on ne le voyait pas du tout à l'école. Donc, est-ce qu'il a payé aussi des gens pour faire ses examens? C'est pas impossible, mais disons qu'il semble avoir été assez absent de cette université-là. Et puis ensuite, dans le livre, j'ai beaucoup de témoignages aussi de gens qui ont travaillé pour lui, des gens qui étaient avec lui à la Maison-Blanche aussi. C'était ses secrétaires qui avaient des secrétaires au sens de ministre, qui avaient des postes importants. Et là, tout le monde dit la même chose, c'est que Donald Trump a beaucoup de lacunes en histoire, en géographie, en sciences politiques, en politique internationale. Le fonctionnement même du gouvernement aux États-Unis ne comprend pas bien comment fonctionne. Et ça, ce sont tous des gens qui ont travaillé de près avec lui. Ils nous disent tous la même chose. On essaie d'expliquer quelque chose à Donald Trump, puis au bout de 3 minutes, il perd le fil. Il n'est plus capable de se concentrer. On lui donne des rapports à lire. Un président doit lire des rapports pour s'informer sur tous les sujets. Il ne lisait jamais les rapports. Donc, on s'est dit, OK, on va faire juste une fiche d'une page. Comme ça, il va lire la... Il ne lisait pas la fiche d'une page non plus. OK, on va faire encore plus petit. On va faire un petit carton avec juste trois phrases, comme par exemple, ne félicitez pas Vladimir Poutine au téléphone. Mais il prend le téléphone, félicitations Vladimir. Donc, il ne lit pas. Il fait juste regarder la télé, au fond, pour voir qu'est-ce qu'on dit de moi. Donc, ce n'est pas un président qui s'informe, qui va chercher de l'information, qui recueille des conseils, parce qu'il ne veut pas vraiment... il ne tient pas à avoir le point de vue des autres. Il veut essentiellement que les autres fassent ce qu'il veut, parce qu'il a cette espèce de vision grandiose de lui-même. Je sais tout. Et là, tout ce que je veux des gens autour de moi, c'est qu'ils obéissent à mes ordres et qu'ils disent que je suis bon. Essentiellement, c'est ça. Et ça, c'est pas bon pour un gouvernant, quelqu'un qui dirige, parce qu'une personne qui dirige, elle devrait vouloir des gens qui vont challenger son point de vue pour être sûr de prendre la bonne décision. C'est bon d'avoir des gens qui disent « Oui, mais êtes-vous sûr? Parce qu'il pourrait avoir tel problème, il pourrait avoir telle conséquence. Avez-vous pensé à ceci? Avez-vous pensé à cela? » Un bon dirigeant, il s'entoure de gens qui sont capables de lui présenter d'autres points de vue, des points de vue critiques, pour être sûr d'arriver à la meilleure décision à la fin. Mais avec Trump, c'est pas comme ça que ça marche. Lui, il veut des admirateurs autour de lui qui suivent ses ordres. Et ça, normalement, un président ne devrait pas fonctionner de cette manière-là, parce que, au fond, ça fragilise sa prise de décision et ça donne justement ce côté un peu chaotique à sa présidence. Puis il y a également tout un pan avec la relation, notamment avec son père, qui lui amène une certaine vision du monde et pas nécessairement beaucoup d'affection, si je peux dire. Je vais développer un peu là-dessus. C'est ça, encore sur l'aspect de la psychologie. On a parlé un peu là, du narcissisme. Juste peut-être pour conclure sur ce point-là du narcissisme, vous l'avez sans doute remarqué, Trump est tout le temps en train de se vanter, il est tout le temps dans les vantardises. Hein? Je suis le meilleur président qui a jamais existé, j'ai l'homme le plus intelligent du monde, j'ai un QI incroyable. Mais comme vous savez, quand quelqu'un est toujours en train de se vanter, en réalité, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas une image forte de lui-même. C'est quelqu'un qui essaye de se... en psychologie, on pourrait dire qu'il essaie de se rehausser narcissiquement. Il essaie d'améliorer son image parce qu'au fond, sa vision de lui-même, son estime de soi n'est pas forte. Et ça, on le voit à l'œil nu dans la façon dont Trump se vante continuellement. On voit bien que c'est un homme, en fait, qui est fragile dans cette façon qu'il a de toujours se vanter. Donc, il y a ce côté-là chez lui. Et puis, l'autre côté qui est plus inquiétant, puis là, c'est le côté intimidateur qui a abouti chez les militaires. C'est qu'il y a chez lui un manque d'apathie. Il y a des anecdotes, là, par exemple, qu'il lançait des cailloux sur le bébé du voisin. Il aurait pu le tuer, là, c'est dangereux. Il y a diverses anecdotes de comportements agressifs qu'il avait comme ça. Et là, c'est le côté, le manque d'empathie, le manque d'humanité de Trump. Puis
donc le côté bully de Trump, le côté intimidateur, qui l'a transporté dans sa façon de faire des affaires aussi, parce que les gens d'affaires qui réussissent bien, souvent, c'est ceux qui cherchent à faire des ententes, on va dire win-win, là, gagnant-gagnant, parce que en affaires, souvent, il faut essayer d'établir des relations à long terme qui vont fonctionner dans la durée. Donc, si on veut avoir des bons rapports d'affaires avec autrui, il faut s'arranger pour avoir une bonne relation. Mais pour Donald Trump, c'est pas comme ça qu'il voyait les choses. C'est que dans un deal, il faut que moi je gagne et que l'autre perde. Puis plus je fais perdre l'autre, plus je vais gagner, donc plus je vais faire d'argent. Mais quand quelqu'un sort d'un deal comme ça, où il s'est fait intimider par Trump, mais la relation est brisée. Il n'y a plus moyen de faire de relation. Il y a un autre deal avec cette personne-là parce qu'il l'a écrasé ou il l'a... Donc, Trump est toujours dans une logique de... En anglais, on dit des one-shot deals. Je fais une transaction une fois, j'essaie d'écraser l'autre le plus que je peux pour m'enrichir au maximum. Mais ça, ce n'est pas une vision dans la durée. Et quand on est en politique internationale, quand on dirige un pays, bien, on ne fait pas des one-shot deals. Là. On est dans des relations à long terme avec des voisins, comme les États-Unis et le Canada. Mais là, Trump se comporte toujours comme s'il était dans des one-shot deals. Mais là, c'est que ça endommage les relations avec les autres pays. Et là, ça fait que, par exemple, là, le Canada peut-être pense à acheter des avions de chasse à la Suède plutôt qu'aux États-Unis. Comme, vous voulez affaiblir notre économie? OK, bon, ben nous, on va aller voir ailleurs. Donc, il y a des conséquences à ces façons-là d'agir. Et c'est là qu'on voit comment... là, on parle de psychologie d'une personne, là, la psychologie de Donald Trump, mais cette psychologie-là, elle a des effets politiques sur les relations entre les pays. Et c'est ça qui est un peu étonnant parce que normalement, en politique, la psychologie des dirigeants, on ne devrait pas vraiment s'en occuper tant que ça. En sciences politiques, on devrait... Mettons la psychologie de notre premier ministre Carney, on ne parle pas de ça. C'est pas un sujet qui nous intéresse vraiment parce qu'on se dit sa prise de décision, c'est à partir de critères rationnels, c'est basé sur des analyses économiques, etc. Mais avec Donald Trump, c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'avec lui, ce qui détermine les décisions, c'est souvent la psychologie. Fait que c'est ça qui est particulier. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre-là avec une dimension psychologique. C'est parce que là, on a un politicien vraiment hors norme, dont beaucoup de décisions sont déterminées par des motifs psychologiques personnels. Ça, c'est très, très inhabituel, parce que généralement, c'est pas comme ça que des politiciens prennent leurs décisions. Ça nous amène au troisième caractéristique, mais justement, je pense que cette faille narcissique combinée à une espèce de vision un peu de jungle de la vie, c'est ce qui va en faire sa dangerosité, qui est le troisième point. Mais je voulais citer un extrait, donc une citation de Donald lui-même, qui dit « L'être humain est le plus vicieux de tous les animaux et la vie est une série de batailles qui se terminent soit par la victoire, soit par la défaite. » Donc, je pense que ça représente quand même assez bien cette vision-là. Je gagne, donc tu perds. Hein? Il n'y a pas de win-win. Là. C'est vraiment win-lose, puis ça ne sert à rien de gagner si tu ne perds pas. Donc, il y a un peu cet aspect-là. Donc, au niveau de la dangerosité, il y en a quand même il y a plusieurs traits. Le premier qui est mentionné dans le livre, en fait, c'est une relation assez particulière avec la loi, les tribunaux, les politiciens, qui sort un peu de l'ordinaire. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus? C'est ça. Dans le livre, j'ai consacré un chapitre à la question suivante. Est-ce que Trump est-il dangereux? Parce que là, on le voit, il lance toutes sortes de menaces. Hein. Il parlait d'annexer le Canada, il parlait de s'emparer du Groenland, qui est un territoire qui appartient aux Danois. Il est possible qu'il veuille bombarder le Venezuela. Il y a un gros porte-avions qui est tout proche, ça se passe ces jours-ci. Il a parlé de prendre le contrôle de Panama. Donc, quand il dit toutes ces choses-là, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? Donc, j'ai
donc senti le besoin comme d'évaluer, est-ce que c'est quelqu'un qui peut être dangereux ou non? Et là, j'ai donc examiné différents critères pour essayer de comprendre quelle peut être ou non sa dangerosité. Et un des éléments, comme tu le soulignais, donc, c'est son rapport à la loi. Bon, comme vous savez, on vit dans des sociétés avec des lois. Et les lois, c'est pour régir les rapports entre les individus, pour que les rapports soient le plus pacifiques possible, pour qu'on ne vive pas justement selon la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est le plus fort qui domine, et puis les plus faibles, ben là, tant pis pour eux. Et ce qu'on voit, c'est que pour Trump, il n'y a pas l'idée du bien ou de la justice. C'est la loi du plus fort. Et pour lui, la loi, en fait, c'est simplement un instrument. C'est comme un instrument de lutte. Donc, s'il peut utiliser la loi pour poursuivre quelqu'un, pour s'enrichir, ben, il va le faire. C'est comme un moyen de s'enrichir. Puis là, on le voit, il le fait. Il utilise son poste de président. Ça, sur le plan de la corruption, je pense à mon passage à la commission Charbonneau. C'est très problématique ce qu'il fait maintenant comme président quand il lance des poursuites contre des médias comme... il l'a fait contre ABC, CBS, là, c'est la BBC qui... Donc, et là, il utilise un pouvoir de nuisance qu'il peut avoir comme président, parce que comme président, il peut enlever des licences de diffusion, ou il peut demander à des gens de le faire, en tout cas. Et il a vraiment la capacité de nuire à des entreprises. Et là, il lance une poursuite. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'il attend de recevoir de l'argent de la poursuite, que les gens disent « OK, c'est bon, on va vous donner tant de millions de dollars. » Et là, en échange, lui ne va pas appliquer sa menace. Mais là, cet argent-là, il le met directement dans ses poches. Et ça, on pourrait qualifier ce genre de comportement comme de la corruption. C'est-à-dire qu'il utilise son pouvoir politique pour faire peur à des entreprises qu'il poursuit. Et là, il empoche l'argent pour lui-même. Donc, il a recueilli comme ça des millions. Il a poursuivi des universités de la même façon. Puis à chaque fois, il dit, « Vous avez osé me critiquer, vous avez porté atteinte à ma réputation, donc je vous poursuis. » Mais un politicien, c'est normal d'être critiqué. C'est ça la démocratie. Dans la démocratie, c'est normal qu'il y ait des médias qui surveillent les politiciens. Parce qu'on ne veut pas des politiciens qui deviennent des tyrans, des dictateurs, qui dilapident les fonds publics, qui fassent de la corruption, etc. On veut avoir des journalistes, des médias forts qui surveillent ce qu'ils font, puis quand ils font quelque chose de mal, qu'ils le disent. Mais pour Trump, quand on le critique, il va dire « Ah, c'est des fake news. Il mente. » Dès qu'on le critique, pour lui, puis c'est très ironique parce que lui-même, qui vit continuellement dans le mensonge, dit que c'est les médias qui mentent. Chaque fois qu'on le critique, il dit que c'est du mensonge. Donc, vous voyez comment il retourne toujours tout à l'envers. Quand il commet lui-même une faute, il va toujours la mettre sur le dos de l'autre. C'est pas moi, c'est lui. Mais je pense que ça devient de plus en plus évident aux yeux de tous comment il fonctionne. Aux États-Unis, ces appuis sont d'ailleurs en train de tomber, là, on le voit. Donc, sur le thème de la loi, c'est quelqu'un qui utilise toujours le système de justice plus comme une arme. Il ne voit pas ça comme un système de règlement pour régler les litiges selon une idée de bien et de justice. C'est pas comme ça qu'il voit ça. Pour lui, la loi, c'est comme un bazooka là, pour attaquer l'autre. C'est une façon de s'enrichir, c'est une façon ou de se défendre quand lui a commis une faute. Donc là, il va utiliser ça pour... et là, on voit qu'il utilise l'appareil de justice américain pour attaquer ses ennemis. Donc, puis ses ennemis, en fait, c'est simplement des critiques. C'est des gens qui ont... Parce que Trump a été destitué. Il y a eu 2 procédures de destitution dans son premier mandat parce qu'il avait commis des fautes réelles. Ce n'est pas inventé. Mais dans sa tête à lui, ceux qui ont engagé les procédures de destitution, ce sont des gens malhonnêtes, donc il faut les poursuivre eux-mêmes. Et là, il va utiliser l'appareil de justice pour poursuivre les gens du gouvernement qui... donc, ça, c'est un problème que le président utilise le département de la justice pour
des vengeances personnelles contre des gens qui ont osé le critiquer. Donc là, il détourne la justice de son... Et puis, dernier point sur ce sujet-là, il y a des gens qui ont fait un relevé de toutes les poursuites judiciaires dans lesquelles Trump a été impliqué. Puis, à ce jour-là, il a été impliqué dans plus de 4100, je pense, poursuites judiciaires. Ça veut dire qu'à chaque semaine, à peu près, là, depuis son âge adulte, là, à chaque semaine, il y a 2 nouvelles poursuites dans lesquelles... Donc, c'est quelqu'un qui est toujours en litige. Soit qu'il se fait poursuivre parce qu'il a commis un crime, soit que lui attaque les autres pour s'enrichir. Donc, à toutes les semaines, pensez-y, là, à toutes les semaines, 2 nouvelles poursuites. Ça veut dire qu'il est continuellement en train de parler avec des avocats, il est toujours dans le conflit. Et on utilise l'expression de plaideur quérulent pour décrire ce genre de personnalité. C'est des gens qui sont tout le temps en train de poursuivre les autres ou de... Et son rapport à la loi et c'est détourné dans le sens de cette loi de la... C'est la loi de la jungle, c'est-à-dire que c'est pas une loi qui vient pacifier ou régler les litiges. On dirait que c'est comme une loi qui est plutôt détournée comme un instrument d'attaque et de défense. Et justement, parlant d'attaque et de défense, il y a également, comme un peu deuxième point, 2 et 3, de la dangerosité. Il y a tout son côté au niveau de la régulation émotionnelle, de ses pulsions, etc. D'ailleurs, il y a des liens probablement à faire avec l'actualité, notamment avec l'affaire Epstein. Là. Mais, donc, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a au niveau de sa régulation des pulsions, notamment agressives, au niveau des femmes, au niveau... Ça, il y a eu plusieurs allégations contre Trump d'agression sexuelle. Il y en a une qui a été reconnue devant les tribunaux, donc il aurait été reconnu coupable d'agression sexuelle. Là, ces jours-ci, on parle beaucoup du scandale Epstein. Là. Trump et Epstein étaient des très, très bons amis là, pendant une quinzaine d'années. On a plein d'exemples qui faisaient la fête ensemble avec les filles et tout ça. Trump avait des concours de mannequins. Il y a eu ça pendant des dizaines d'années. Miss Univers, Miss USA, il y en avait plusieurs là, comme ça. Puis toutes ces femmes, c'était des mannequins aussi, donc ils étaient comme un peu obsédés par les femmes mannequins. Puis avec Epstein, c'est un peu la même chose. Donc oui, côté, disons, régulation des pulsions, effectivement, il y a... Mais bon, là, on parle de libido, pulsion sexuelle, mais pulsion violente, c'est la même chose. C'est le Trump intimidateur. C'est celui qui tape les autres. C'est celui qui pouvait blesser des petits-enfants. C'est dans la façon dont il se comporte aussi avec ses collègues. Souvent, c'est des engueulades, des humiliations publiques. Donc, il y a comme quelque chose un peu sadique aussi. C'est pas pour rien que son père l'a envoyé chez les militaires. Là. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui... Mais vous voyez comment tout ça s'attache un peu. C'est-à-dire quelqu'un qui contrôle pas ses pulsions puis qui ne reconnaît pas la place de la loi. Vous savez l'étymologie du mot autonomie. Je ne sais pas si en philo, peut-être, on vous a parlé de ça, mais auto, ça veut dire soi-même. Nomos, c'est le mot grec pour dire la loi. Quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui a intégré la loi, qui est capable de se l'appliquer à soi-même. En psychologie, on parle de surmoi, c'est comme la conscience morale, c'est ce qui nous dit ça c'est bien, ça c'est mal, ne fais pas le bien, ne fais pas le mal, fais le bien. Mais on dirait que chez Trump, le surmoi, l'intériorisation de la loi, ça ne s'est pas fait comme il faut. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce côté très pulsionnel, parce que psychologiquement, disons, le surmoi, c'est ça qui contrôle les pulsions. La conscience morale qui dit, tu ne peux pas donner libre cours à toutes tes pulsions. Il faut être capable de contrôler ces pulsions. C'est ça. Fait qu'un être humain équilibré, il y a une conscience morale, il y a un surmoi qui lui dicte, qui l'aide c'est ce qui nous aide à dicter nos comportements. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire, pas faire. Mais on dirait que chez lui, le surmoi est comme très faible. Et là,
il donne libre cours à tous ses désirs, sans frein, sans se demander est-ce que c'est bien ou mal ce que je fais. Et puis, une des émotions, des pulsions, en fait, qui est peut-être un peu plus long terme que les pulsions sur le coup, c'était celle de la vengeance, notamment dans la rage narcissique, mais notamment de se venger de l'humiliation. Là, tout d'un coup, il est capable de prendre son temps. Et il y a toute une section, en fait, sur son rapport avec Obama, Oui. dont certaines anecdotes quand même assez surprenantes. Et nous le raconter. C'est ça. Ça, vous pouvez le voir sur le web. C'est quelque chose d'assez fascinant. Il y a un épisode là, qui est devenu célèbre. Chaque année à Washington, il y a une réunion un souper de tous les correspondants étrangers de journaux. Donc, tous les grands journaux du monde, ils ont des reporters qui sont à Washington. Et là, une fois par année, ils font ce grand souper avec tous les journalistes. Et il y a aussi des gens, des politiciens qui sont invités là. Puis là, dans la soirée, il y a entre autres des humoristes qui sont là pour griller un peu certaines personnalités. Et là, une année, c'était l'année où Donald Trump avait écœuré Obama sans arrêt pour dire « T'es pas né aux États-Unis, t'as pas le droit d'être président, montre-nous ton certificat de naissance, t'es pas un vrai Américain. » Donc, puis Obama ne voulait pas montrer son certificat en disant « Non, je suis né, il est né à Hawaï, donc il avait le droit d'être président. » Puis il ne voulait pas répondre à Trump. Tu sais. Puis finalement, à un moment donné, il a montré son fameux certificat parce que Trump n'arrêtait pas de le harceler avec ça. Puis c'est un discours qui commençait à se répandre dans la société. Et là, ce soir-là, Obama a fait un discours donc, dans ce souper des représentants des journalistes étrangers. Donald Trump est dans la salle. Et là, Obama fait des blagues sur Trump. Donc, Obama, disons, c'est comme s'il voulait lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Là. Tu sais, ça fait comme plusieurs mois là, que tu m'écœures avec mon certificat. Là, je vais me payer ta tête un peu. Là. Donc, il a fait quelques blagues sur voici à quoi ressemblerait la Maison-Blanche si Trump était là. Puis là, on voit que sur la Maison-Blanche, c'est marqué Trump avec des néons qui flashent. Puis il y a des filles en bikini qui boivent, qui sont sur le bord de la piscine avec des cocktails et tout ça. Fait que là, tout le monde rit. Puis là, Trump, c'est le seul dans la salle qui rit pas parce que tout le monde rit. Puis là, on le voit, il devient tout rouge, puis il n'est pas content. Puis il y a un autre humoriste qui arrive après, qui est encore plus corrosif. Puis là, tout le monde rit dans la salle à propos de Trump. Puis là, on le voit qui est furieux. Et là, il y en a qui pensent que c'est ce soir-là qu'il a décidé de dire, OK, moi, je vais me présenter comme président. Puis là, tous ceux qui ont ri de moi, là, je vais me venger. Et tout le reste de sa carrière, Trump a développé cette espèce d'obsession face à Obama. Puis je pense que la scène à laquelle tu réfères, c'est l'avocat de Trump qui a raconté ça dans un livre. Une fois, Trump a engagé un comédien qui était un sosie d'Obama. On appelait ça un faux Obama. Et puis, pour jouer une scène où Trump pouvait lui dire « You're fired ». Ça, c'est la fameuse phrase qu'il disait dans sa télé-réalité. Donc là, il a engagé un comédien comme ça, qui ressemblait à Obama. Puis là, il a filmé la scène où il engueulait le faux Obama, pour lui dire « T'es mauvais, t'es nul, t'es un mauvais président, you're fired ». T'sais? Donc, il s'est payé comme un petit fantasme comme ça. Mais pensez-y 2 secondes, comment c'est un peu bizarre quand même. Obama a déjà fait ses 2 mandats, il ne peut plus être président. C'est même plus l'adversaire politique de Trump, parce que ce qui est important de noter aussi, c'est que Trump aurait pu se présenter à un moment donné contre Obama, mais il n'a pas osé le faire parce qu'il savait qu'il allait perdre probablement, qu'il n'avait pas la capacité de débattre avec Obama. Il a attendu un autre mandat, il s'est présenté après Obama. Mais il a quand même... fait cette chose qui est quand même très bizarre. Là. Pensez-y, là, je vais engager un faux Obama, je vais le payer, il va venir devant le bureau, quelqu'un va filmer ça avec une caméra, puis là, je vais l'engueuler, puis je vais dire « You're fired », alors qu'il est déjà à la retraite. Fait que
c'est là qu'on voit qu'il y a certains aspects de Trump où il y a des obsessions qui sont assez étranges. Et il y aurait plein de choses à dire sur la question du racisme aussi, parce que c'est lié aussi à son rapport à Obama. Il y a toute une frange de suprémacistes blancs dans le mouvement MAGA aussi. Donc, je le nomme parce que ça fait partie aussi de l'équation. C'est pas tous les républicains, évidemment, qui sont des suprémacistes blancs, mais il y a une frange qui l'est. Puis ça fait aussi partie de l'équation. Oui, puis il y avait un scandale avec son père, en fait, dans les édifices de son père dans les années 70. Oui, ils ont été reconnus coupables parce que eux, le père de Donald avait plein... C'est comme ça qu'il a fait sa fortune. Il a construit plein de HLM dans la banlieue de Queens, à New York. Et à un moment donné, il y a certains blocs, c'était réservé aux Blancs. Si une personne noire voulait appliquer pour louer un logement, il rejetait la demande en disant non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de logement disponible. Mais là, il y a une enquête qui a été faite par le gouvernement. Là, il envoyait une personne blanche après, puis il disait oui, OK, c'est beau, on peut te louer le logement. T'sais. Il faisait des tests comme ça, puis là, les Trump ont été reconnus coupables comme ça de discrimination. Puis ils avaient certains blocs qui réservaient aux personnes noires, mais plein d'autres que non, on ne veut pas de noirs ici. Puis ils ont dû payer une amende pour ça. Donc, il y a ça dans le passé des Trump. Il y a eu un autre épisode aussi célèbre sur le Central Park Five, là, 4 garçons qui avaient été injustement accusés du viol d'une femme blanche. Puis eux, c'était des garçons de Harlem. Et Trump s'était payé, c'était très bizarre aussi, une énorme page dans le journal pour dire peine de mort, on veut... mais ça ne le regardait pas. Là. La justice avait déjà suivi son cours. Comme homme d'affaires, pourquoi est-ce qu'il réclame une peine pour... Il n'est pas le système de justice, lui. Il y a pas... Mais pour ce cas-là précis, il voulait qu'on rétablisse la peine de mort. Et là, plus tard, on a découvert, grâce à l'ADN, que les 5 garçons étaient innocents. Donc, ils ont été relâchés de prison. Alors là, les journalistes ont demandé à Trump, mais OK, donc une chance qu'on n'a pas eu la peine de mort parce qu'on vient de voir qu'ils étaient innocents. Est-ce que vous regrettez d'avoir demandé la peine de mort? Il dit non, ils sont toujours coupables. Donc même quand l'ADN vient dire qu'ils sont innocents, Trump ne reconnaît jamais qu'il puisse faire des erreurs. Lui, dans sa tête, il a toujours raison. On pourrait parler là, de son fameux avocat, Roy Cohn, qui lui disait ça, hein, n'admets jamais aucune erreur. Tu nies. Il faut toujours nier, jamais reconnaître. Puis si quelqu'un t'accuse de quelque chose, tu contre-attaques 10 fois plus fort qu'on t'a attaqué. C'est vraiment ce... Puis ce Roy Cohn-là, qui était l'avocat personnel de Trump, c'était comme une sorte d'avocat pitbull. C'est l'avocat qui servait à le défendre et à contre-attaquer tout le temps. C'était aussi l'avocat de tous les chefs de la mafia italienne à New York. Là, c'est peut-être un autre thème à propos de la dangerosité dont on peut parler. C'est que Trump a eu plein de relations criminelles comme ça. Sa fameuse Trump Tower, elle a été construite en partie par la mafia italienne. Il y a des liens avec la mafia russe. Il y a plein d'hôtels qui s'appellent Trump là, autour du monde. Ils portent le nom Trump, mais ils n'appartiennent pas à Trump. C'est-à-dire que Trump loue son nom à des gens de la mafia russe qui vont blanchir de l'argent en construisant des hôtels à travers le monde. Donc ça, c'est la pègre russe qui veut sortir de l'argent qui vient de la drogue, des ventes d'armes, prostitution, etc. Ils ne veulent pas laisser ça en roubles, ils veulent sortir les roubles de la Russie. Donc pour faire ça, ils bâtissent des hôtels et pour vendre les condos, ils se disent « Ah, ben la marque Trump, ça peut peut-être être vendeur. » Fait que Trump leur loue son nom à ces gars-là qui appartiennent à la mafia russe. Donc, Trump, c'est quelqu'un qui peut faire affaire comme ça avec des bandits. Son père lui-même a fait ça pour plusieurs bâtisses qu'il a lui-même construites. Donc, on parlait du rapport à la loi. Il y a ça aussi chez Trump, c'est que lui, ça ne le dérange pas de commettre des actes illégaux comme ça. On parlait tout à l'heure de la corruption. C'est un exemple. Un autre exemple qu'on peut donner de corruption, c'est que dans son premier mandat, il a acquis un hôtel juste à côté de la Maison-Blanche.
Et là, si quelqu'un voulait rencontrer le président, il fallait absolument que les gens dorment dans son hôtel où les prix des chambres étaient très élevés. Tu sais, c'était quelque chose comme 1 000 $ la nuit. Et quand des gens demandaient un rendez-vous à Trump, bien, les gens vérifiaient est-ce qu'il est allé dormir dans mon hôtel à 1 000 $ la nuit. Et si la personne n'était pas allée à l'hôtel, il n'y avait pas de rendez-vous. Donc, les gens comprenaient, OK, si je veux parler au président, je dois aller prendre une chambre dans son hôtel. Mais ça, c'est une façon de s'enrichir avec son poste de président. De la même façon, à Mar-a-Lago, son grand domaine en Floride, des fois, il reçoit des délégations étrangères à Mar-a-Lago. Donc, tous ces gens-là doivent payer les chambres à Mar-a-Lago pour rencontrer le président. Mais là, il s'enrichit lui-même avec son poste de président, ce qui est complètement interdit par la Constitution américaine. Il n'a pas le droit de recevoir de l'argent comme ça, d'essayer de profiter de son poste de président. Mais il fait ça continuellement. Là, on le voit, il le fait avec MBS d'Arabie Saoudite. Donc, il a créé une crypto-monnaie. Beaucoup de gens soupçonnent que c'est pour recevoir peut-être des pots de vin, parce que les crypto-monnaies, c'est une façon de transmettre de l'argent, mais sous le radar des autorités bancaires. Parce qu'à la banque, dans une banque normale, tous les flux d'argent sont enregistrés. On voit qui a envoyé de l'argent à qui et tout ça. Mais les crypto-monnaies, c'est complètement opaque. C'est pour ça que tous les criminels fonctionnent avec les crypto-monnaies. Ça sert aux ventes d'armes, aux ventes de drogue, à toutes ces choses-là. Et ça peut servir aussi à faire des paiements de corruption. Donc, et là, tu as un président dont les fils créent une crypto-monnaie, puis lui a un meme coin aussi. Donc, c'est très bizarre aussi qu'un président se dote d'une crypto-monnaie. C'est très louche de faire ça. Aucun président ne fait ça. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a son rapport à la loi est vraiment pas très. C'est pas un modèle à suivre. Là. On a parlé rapidement de la Russie. Dans la conclusion du livre, il y a toute une section, en fait, sur la Russie. On reviendra sur son rapport avec Poutine comme tel, après, dans la partie plus présidentielle, si je peux dire, mais notamment que ces liens ou l'intérêt potentiellement du KGB envers M. Trump date de beaucoup plus loin qu'on le pense, en tout cas de beaucoup plus loin que son implication politique, notamment quand il a commencé à sortir avec sa première femme, Ivana. Donc, est-ce possible de détailler un petit peu plus les liens, justement, avec la Russie, les différents liens? C'est ça. Ça, c'est une chose qui... Il y a eu beaucoup de journalistes d'enquête qui ont relevé ça. C'est les liens entre Trump et la Russie, Trump et Poutine. C'est venu... Il y a plusieurs choses qui ont nourri ça. Là. J'ai parlé de ces liens avec la mafia russe. Donc, il faisait de l'argent avec ces gens-là. Ça, c'est une chose. Quand Trump a fait toutes ses faillites dans les années 90, mais quand il fait faillite, en fait, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il doit de l'argent à la banque, parce qu'il a emprunté de l'argent à la banque. Mais là, quand il fait faillite, ça veut dire qu'il ne peut plus rembourser la banque. Mais là, la banque qui lui a prêté, je ne sais pas moi, 300 millions, n'est pas contente du tout. Là. Elle vient de perdre 300 millions. Là. Et Trump a fait perdre tellement d'argent à tellement de banques. On dit qu'il a fait perdre environ 5 milliards de dollars à des banques et à des investisseurs. Et donc, la conclusion de ça, c'est que après les années 90, plus aucune banque en Occident voulait prêter de l'argent à Trump, parce qu'ils se sont dit, si on lui prête de l'argent, on va le perdre. Donc, on ne lui prête pas. Et les seuls qui lui prêtaient de l'argent, c'était les banques russes. Et il y a des banques russes qui étaient proches de la pègre russe aussi, et proches de Poutine aussi, parce que Poutine est lié aussi à la pègre russe. Donc, il y a un lien monétaire comme ça de Trump avec la Russie. Il y a des journalistes d'enquête qui disent que c'est les Russes qui ont gardé Trump à flot. Si les banques russes ne lui avaient pas prêté, il aurait perdu Mar-a-Lago aussi, il aurait perdu son appartement dans la Trump Tower, il lui resterait carrément plus rien. Là. Donc, c'est les Russes qui l'ont comme gardé en vie, disons, financièrement pendant un bout de temps. Mais il y a aussi, ce que des journalistes ont montré, c'est que dès les années 80, 90, il y a des agents russes qui ont
essayé de convaincre Trump de devenir président des États-Unis. Il lui disait, hey, tu ferais un bon président, toi. Pourquoi tu ne te présentes pas? Tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les qualités pour être président. Fait que les Russes ont ont essayé de le convaincre comme ça de devenir président parce qu'ils voulaient avoir un président qui pouvait contrôler. Et donc ça, on le sait qu'il y a des agents russes parce que c'est un ex-agent du KGB qui a raconté tout ça, que Trump avait été identifié comme cible par les services secrets russes. Puis c'était une cible parmi d'autres, mais cette cible-là, ça a fonctionné. Le père de sa première femme, Ivana, là, tu faisais référence à ça, informait, elle était d'origine yougoslave, sauf erreur, et à ce moment-là, à l'époque, on est avant la chute du mur de Berlin, donc c'est encore la guerre froide, donc la Yougoslavie fait partie des pays satellites de la Russie. Donc, le père d'Ivana transmettait des informations sur Trump à des agents de la Russie. Donc, il y a cette filière-là qui existait déjà depuis longtemps. Les Russes aussi essayaient toujours de charmer Trump en disant « Ah, on pourrait faire une Trump Tower à Moscou, ça serait intéressant, viens à Moscou. » Et là, il y a des voyages que les Russes ont organisés pour amener Trump à Moscou puis la façon de l'amadouer, c'était de lui faire miroiter une Trump Tower à Moscou, mais elle n'a jamais été construite, cette tour-là. Puis la raison est simple, c'est que les Russes, ce qu'ils veulent, c'est sortir leur argent de la Russie. C'est pour ça qu'il y a des... je parlais de cette mafia russe qui blanchit de l'argent dans les pays partout dans le monde, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas garder leur rouble en Russie, parce que si jamais... Le but, c'est d'échapper à une possible crise économique. Si jamais le rouble s'effondre et que ton argent est resté en rouble, bien là, tu perds tout. Donc, l'idée, c'est de sortir les roubles. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt à faire, pour eux, une tour Trump à Moscou. L'idée, c'est de les faire ailleurs de la Russie. Et là, bon, ça, c'est un autre volet qui est... Il y a toutes sortes de théories là-dessus. On ne connaît pas le fin mot, mais c'est possible que les services secrets, souvent, c'est le genre de choses qu'ils vont faire. Ils vont piéger des hommes et les filmer avec des prostituées. C'est le genre de choses que le KGB fait couramment. C'est pas impossible que ça soit arrivé à Trump. Donc, les services secrets lui réservent une chambre d'hôtel à Moscou. Au cocktail, on lui met des jolies femmes, puis là, lui, il cède à l'appât, mais là, il arrive dans la chambre d'hôtel, puis il y a des caméras cachées. Le scandale Epstein, c'est aussi lié à ce genre de choses-là, parce que les médias n'en parlent pas tellement, mais Epstein faisait ça. Il filmait les gens qui avaient des ébats avec... Puis lui, bon, la couche supplémentaire, c'est que c'était des filles mineures, en plus. Donc, pour avoir du matériel, on appelle ça les Russes appellent ça compromat. C'est du matériel compromettant. Puis ça permet de faire chanter les gens. Si tu as une vidéo de quelqu'un qui a commis des gestes comme ça, mais vous voyez comment les services secrets, ça peut utiliser toutes sortes de procédés disons, comment dire, ça joue dur. On exploite les faiblesses humaines pour contrôler et manipuler les gens. Donc, les services secrets de pays font ce genre de choses-là. Et ça se peut que Trump soit fait piéger par ce genre de choses. Et là, que les Russes aient des documents compromettants sur Trump, c'est pas impossible. Il y a une autre histoire qui tourne comme ça au sujet des vidéos que Epstein aurait recueillies. Bon, c'est assez scabreux, là, tout ça, comme sujet, mais disons, ça existe. Ça fait partie du monde un peu occulte de l'espionnage et du contre-espionnage. Donc, il semble que Trump et Epstein, peut-être aussi, qui aurait fait partie de certains services secrets, son père. Mais tout ça, je ne sais pas si on va avoir le fin mot de tout ça, là, parce qu'aux États-Unis, on demande que tous les dossiers Epstein soient étalés sur la place publique.
Là, ça a été accepté par la Chambre et le Sénat, sauf que là, est-ce que les documents qui vont être révélés vont être tous très censurés? Il y a toutes sortes de choses comme ça qui peuvent se passer en politique et dans les rapports internationaux qui sont dans une sorte de zone d'ombre. Hein. C'est pas le genre de choses qu'on étale dans les médias, et c'est ça qui nourrit aussi beaucoup les théories du complot. Donc, parce que les gens se doutent qu'il se passe des fois des choses dans l'arrière-scène, on ne sait pas trop quoi. Et là, des fois, des gens vont fabriquer toutes sortes de théories absurdes aussi. C'est ça qui... Fait que, dans toutes ces histoires-là, c'est ça qui devient très difficile aussi. Qu'est-ce qui est une théorie du complot farfelue et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que ça existe aussi des complots dans l'histoire de tous les régimes. On voit ça existe des complots, mais il y a beaucoup de théories du complot qui sont carrément farfelues. Et puis là, il faut garder un esprit critique face à ça. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web. Il y a énormément de choses invraisemblables qui sont affirmées. Et puis, ça devient parfois très difficile de s'y retrouver aussi. Avec l'intelligence artificielle aussi, ça c'est une autre... On entre dans un monde où... C'est lié au monde de Trump aussi, qui est celui de la post-vérité. Peut-être, c'est un autre élément qu'on peut parler. Bien, c'est lié au mensonge. Hein? Quand on ne croit plus à la vérité, qu'on ne sait plus ce qui est le vrai ou le faux, on arrive dans un monde qui est comme très incertain. On ne sait plus... est-ce que cette image-là est vraie ou fausse? Est-ce que ça a été fabriqué? Est-ce que cette personne-là a vraiment dit ça ou pas dit ça? Puis là, on ne sait plus quoi croire. Et ça devient un monde un peu déstabilisant parce que là, c'est donc un monde où il va falloir de plus en plus avoir un esprit critique, vérifier ses sources, être sûr d'avoir des sources fiables, puis pas croire tout ce qu'on voit sur le web, parce qu'il y a énormément de désinformation. De plus en plus qui ont l'air vrais, mais c'est de la fabrication. On arrive dans la partie, justement, où il est président. Il a été président 2 fois, 2016, ensuite cette année, 2025. Il y a différents éléments dans votre livre qui touchent... notamment, il y a certains penchants autoritaires qui se manifestent par une certaine admiration de leaders autoritaires, notamment Poutine, dont on a parlé, Hitler également. Ça, j'ai été très surprise de voir certains extraits par rapport à ça. Donc, je vais commencer avec ça, mais aussi un peu la différence entre le premier et le deuxième mandat de Donald Trump. Là, évidemment, on n'est même pas rendu à la fin de la première année, mais un peu dans le style et la dynamique générale. Donc, un peu les leaders d'un côté, puis... c'est ça. Trump a une admiration pour ce qu'on appelle les hommes forts. Là. Donc, c'est cette espèce d'image du politicien tout-puissant. Donc, c'est le dictateur qui dit « Moi, je suis l'homme fort qui peut régler tous les problèmes. » Et Trump admire comme ça Poutine. Il admire... même quelqu'un comme Kim Jong-un de la Corée du Nord, qui est un personnage un peu farfelu, mais Trump admire l'espèce de pouvoir absolu qu'il a. Le premier ministre de la Hongrie, là, Viktor Orban, même chose, ou Milei en Argentine, ou Bolsonaro. Tous ceux qui se présentent comme des hommes forts qui peuvent régler tous les problèmes. Parce que là encore, on revient toujours à la question du narcissisme. Je suis l'homme fort, je suis tout puissant, je peux tout régler. Il va dire, je vais régler la guerre en Ukraine en 24 heures, mais évidemment, il ne l'a pas fait. Mais il y a comme cette vision, je suis une sorte de Superman avec tous les pouvoirs, je peux tout faire, tout régler. Mais ça, c'est une vision qui n'est pas réaliste, parce qu'il n'y a personne qui a ces pouvoirs tout puissants. Et donc, et là, peut-être, je vais quand même dire un mot sur un autre aspect du livre, parce que là, on parle des chapitres qui sont très analytiques. Mais dans le livre, il y a plusieurs autres chapitres qui sont... parce que moi, je suis aussi écrivain. Hein, j'ai fait des livres de nouvelles, romans. Je travaille sur un autre roman. J'ai fait un récit aussi sur ma rencontre avec la chanteuse Amy Winehouse à Londres, que j'aime beaucoup. Et il y a une partie de récit dans le livre, c'est quand je suis allé dans un rassemblement trumpiste au New Hampshire, aux États-Unis, parce que je voulais voir Trump de mes yeux. Là. Et
je suis allé au rassemblement avec un ami photographe, puis lui voulait prendre des photos dans la foule des Trumpistes pour faire un reportage photo. Puis là, parce qu'il ne voulait pas être, lui, confiné dans la section pour les médias qui est à l'arrière complètement de l'aréna. Il voulait pouvoir circuler au milieu des gens. Puis là, il me dit, mais Alain, si je vais là avec mon grand appareil photo, téléobjectif, les gens vont voir que je suis un photographe professionnel, puis ils n'aimeront pas ça, là, qu'on les prenne en photo là, comme des animaux, qu'on les observe comme ça. Fait qu'il dit, faut qu'on se mélange à eux. Fait que là, il dit, pour ça, il dit, Alain, il va falloir qu'on mette tous les deux la casquette rouge MAGA comme des partisans de Trump. Je dis, t'es fou, jamais je vais faire ça. Mais finalement, je l'ai fait parce qu'on n'avait pas le choix pour le reportage. Il fallait se déguiser en Trumpiste. Mais le pire, c'est qu'après, au milieu du rassemblement, bon, j'ai ma casquette, mais je l'avais tournée à l'envers parce que je ne voulais pas avoir le slogan sur mon front. Là, il me dit, mais là, Alain, regarde, tout le monde crie, tout le monde applaudit, mais si on crie pas et on n'applaudit pas, on n'aura pas l'air des vrais Trumpistes. Fait qu'il faut que tu applaudisses, toi aussi. J'ai trouvé ça vraiment difficile, mais je l'ai fait. Je me suis forcé à applaudir. J'entendais beaucoup de choses complètement épouvantables, mais disons, on s'est comme... On a eu cette aventure de se déguiser en Trumpiste au milieu du rassemblement. Et je voulais aller là pour voir comment il parlait à la foule, comment il manipule ses partisans, c'est quoi qu'il leur dit. Et le truc principal qu'il utilisait pour les convaincre, ça marche en deux temps. Le premier temps, il leur dit, vous êtes vraiment dans une situation épouvantable, difficile. Puis là, c'était toujours la faute de Biden. Là. Comme par exemple, il disait, c'est au New Hampshire que l'essence est le plus cher au monde. Mais c'est absolument pas vrai. Là. En Europe, tout le monde le sait, l'essence est beaucoup plus chère qu'en Amérique du Nord. Puis aux États-Unis même, l'essence est beaucoup plus chère en Californie parce qu'il y a des taxes environnementales par-dessus sur le prix. Mais là, il dit aux gens, c'est ici que l'essence est le plus cher au monde, mais moi, élisez-moi et je vais couper le prix de moitié. Fait que donc, ça marche comme ça en deux temps. Vous êtes dans la merde, vous avez des difficultés, moi, je vais vous sauver. Puis ça, c'est le mécanisme qu'il utilisait à répétition, tout le temps. L'autre exemple qui m'avait frappé, c'est qu'il disait, à cause des démocrates, il va y avoir une troisième guerre mondiale. Il y a une troisième guerre mondiale qui s'en vient à cause des démocrates, mais moi, je vais empêcher la troisième guerre mondiale. Fait que tu fais peur aux gens en disant il va y avoir une guerre mondiale, puis après ça, tu dis moi, je vais vous sauver. Donc, l'image du sauveur, ça va avec l'image de l'homme fort. C'est comme ça qu'il se présente. Je suis un homme fort qui va vous sauver. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui, c'est qu'ils achètent ce message-là. Puis c'est un message qui fonctionne, qui est efficace dans le sens où ça fonctionne, ça joue sur les émotions, parce que ça fait peur aux gens. Quand le prix de l'essence, là, ça touche à ton porte-monnaie, là, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, puis ta famille est pauvre, puis là, l'essence coûte cher, puis on dit, je vais couper l'essence de moitié. Les gens sentent, OK, là, je ne vais plus être dans la pauvreté, il va m'aider à m'enrichir, il va me redonner un travail. Les gens pensent que Trump va changer leur vie, puis améliorer leur vie. On ne veut pas aller à la guerre, parce que s'il y a une guerre mondiale, peut-être qu'ils vont faire une conscription, il va falloir que j'aille me battre à l'armée, je n'ai pas envie de faire ça. Puis là, lui, il va dire, moi, je suis pour la paix. Je veux le prix Nobel de la paix parce que moi, je suis pour la paix. Mais celui qui dit ça, il vient de renommer le ministère de la Défense ministère de la guerre. Pourquoi quelqu'un fait ça? Pourquoi tu changes le nom du ministère de la Défense pour ministère de la guerre si ce n'est pas parce que tu as l'idée de faire une guerre? Mais en même temps, il dit, je veux le prix Nobel de la paix. On sait que c'est un intimidateur dans sa façon de se comporter, puis il dit, je devrais recevoir le prix Nobel de la paix. Donc, vous voyez comment il crée une espèce de confusion comme ça en renversant les contraires. Tu sais, c'est comme plutôt quelqu'un... On parlait de toutes les poursuites judiciaires qu'il a fait, tu sais, plus de 4000. C'est quelqu'un de quérulent qui est toujours dans les conflits, mais il veut qu'on lui donne le prix Nobel de la paix. Obama l'a eu.
Bien, c'est ça, encore la rivalité avec Obama. Obama a eu le prix Nobel de la paix, donc moi aussi, il faut que j'aie le prix Nobel de la paix. Et là, il a demandé à plein de, de présidents étrangers d'écrire des lettres pour lui à l'Académie Nobel. Donc, il demandait ça carrément aux dirigeants. Écris une lettre où tu dis Donald Trump devrait avoir le prix Nobel de la paix. Donc, il exigeait ces lettres-là. Puis quand les gens ne voulaient pas le faire, bien, comme c'est arrivé, est-ce que c'était avec le Brésil? Le dirigeant n'a pas voulu écrire la lettre. Alors, Trump a dit, OK, je monte les tarifs de 50 pour ton pays. Donc, encore une fois, c'est un comportement qui c'est presque caricatural parce que c'est pas comme ça qu'on fait la politique commerciale à l'étranger. C'est pas tu fais pas la lettre que je veux, alors je vais pénaliser tout ton pays en augmentant les droits de douane de 50 %. Il y a une façon de diriger qui est vraiment farfelue. C'est pas sérieux. Il y a moins l'équipe des adultes aussi autour de lui. C'est ça. Dans le premier mandat Trump, il y avait autour de lui des gens plus qualifiés qui étaient capables de le contrôler puis de l'empêcher de faire des... Mais dans son deuxième mandat, il ne voulait plus de gens comme ça. Il voulait juste, comme ce qu'on appelle en anglais des yes men, là, des gens qui disent oui, 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 on va faire tout ce que vous voulez, M. Trump, vous êtes génial, tout, oui, quelle merveilleuse idée. Donc, il s'entoure de gens qui, comme on disait tout à l'heure, qui ne challenge pas ses idées. Et ça donne ce que ça donne. Alors, on va commencer doucement à ouvrir la période des questions. Donc, on a un 15-20 minutes là, sur des questions. Ça va être important d'aller au micro parce que c'est filmé, donc on veut vous entendre pour l'éternité. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations faites là, sur le livre, sur Trump, sur la politique actuelle. Juste lever la main et... Bonjour. Je voulais savoir comment vous pouvez expliquer le phénomène Trump, un peu comme on s'est demandé par le passé, comment Hitler a-t-il été possible? Parce que je vois dans vos références, votre bibliographie, qu'il y a même des ouvrages qui ont été publiés, diffusés, avant même qu'il devienne le mentor, la vedette de la télé-réalité The Apprentice, en disant, par exemple, qu'il avait fait faillite, etc., et qu'il n'est pas ce qu'il prétend. Et comment se fait-il que finalement, il est arrivé au pouvoir, non pas seulement une fois, mais 2 fois? Est-ce que c'est justement l'effet The Apprentice qui peut expliquer ça en partie? Il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas une seule réponse. The Apprentice, c'est sûr que ça a répandu l'image de l'homme d'affaires à succès auprès d'une partie de la population. Puis là, il est devenu une sorte de héros de la télé, comme ça. Ça, c'est un facteur. Trump, il y a aussi autour de lui des gens ultra organisés. Il y a dans son équipe là, qui l'a amené à la présidence, il y a des gens comme, mettons, Roger Stone ou Paul Manafort. C'est des bonhommes qui étaient déjà dans l'équipe du président Nixon, donc des décennies avant. Ce sont des gens qui ont fait élire Ronald Reagan. Puis ce sont eux qui sont allés voir Trump pour l'amener à se présenter comme président. Fait qu'il y a des gens aussi comme ça, très expérimentés en politique chez les républicains, qui l'ont encadré et qui ont poussé sa candidature. Il y a ça. Il y a cette fameuse Heritage Society là, qui a son projet 2025. Donc ça aussi, ce sont des gens ultra organisés. Ils ont un énorme programme de lois qu'ils veulent faire passer. Donc ça aussi, ce sont des lobbies, des organisations très puissantes qui sont derrière Trump. Donc il y a aussi des gens comme ça qui ne sont pas... Trump, il y a un côté désorganisé, chaotique, mais derrière lui, il y a des gens qui, eux, sont très organisés, qui ont travaillé pour l'amener au pouvoir. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que Trump
va puiser dans toutes sortes de segments de l'électorat. Il y a le vote traditionnel républicain, il va chercher ça. Il y a le vote de la droite religieuse. Il va leur donner... Bon, vous voulez une loi contre l'avortement, bien, je vais faire élire des juges conservateurs à la Cour suprême. Et puis, donc, vous allez auprès de de tous les gens que vous représentez, vous allez pousser ma candidature à moi, puis moi, je vais vous donner les juges que vous voulez. Donc, il y a des rapports transactionnels comme ça, parce que Trump, il n'y a rien à voir avec... C'est pas quelqu'un de religieux du tout, là. On ne peut pas dire que c'est un chrétien qui va à l'église, là. C'est pas du tout son personnage, là. Mais il va nouer des alliances comme ça. Donc, ça, c'est un autre élément de son élection. Il y a ça. J'ai parlé des suprémacistes blancs tout à l'heure. Le segment plus raciste de la population, il va chercher ces appuis-là aussi. Donc, il additionne des votes comme ça. Le vote des gens d'affaires, parce que lui, il a énormément baissé les impôts des entreprises. Donc là, tous les gens plus fortunés, ça fait leur affaire d'avoir Trump. Il y en a qui vont dire j'ai voté Trump en me bouchant le nez, là. J'aime pas le monsieur, j'aime pas ce qu'il dit, mais avec lui, je paye beaucoup moins d'impôts, fait que je vais voter pour lui quand même. Ça existe, ça. Fait qu'il va chercher ces votes-là. Donc, quand on additionne tous ces votes-là, il y a ça. Ensuite, il y a toutes sortes de magouilles électorales aux États-Unis. Il y a une chose, entre autres, là, ils appellent ça le gerrymandering. Là, c'est la façon de découper les frontières des circonscriptions électorales. Donc, normalement, une circonscription électorale, elle a une forme un peu... c'est pas obligé d'être un carré parfait, là, mais aux États-Unis, c'est toutes des formes complètement étranges pour réussir à maximiser le nombre de représentants que tu vas faire élire. Parce que dans un comté, là, si tu rentres à 90 %, ça ne sert à rien. Tu sais, il y a comme... tous les votes en haut de 51 %, ils sont comme gaspillés, on peut dire. Donc, quand tu fais du redécoupage comme ça, des fois, il y a des façons de toujours gagner à 52, 53, puis de toujours faire perdre l'autre. Et là, il y a du redessinage de cartes comme ça qui se... Puis là, il y a eu... L'État du Texas l'a fait tout récemment. Et puis là, le gouverneur de la Californie, le Texas qui est un État républicain, le gouverneur de la Californie, qui est un État démocrate, a dit « OK, vous voulez jouer ce jeu-là, vous voulez gagner 5 sièges de plus en faisant des formes bizarres là, de circonscription, bien nous, on va le faire. Pour chaque fois que vous le faites, nous, on va le faire aussi pour annuler votre manœuvre. » Donc là, fait qu'il y a aussi toutes sortes de tentatives d'exclure des gens du vote. Par exemple, il y a des États du Sud, si la police t'attrape à fumer de la marijuana, possession simple, tu vas en prison, puis tu n'as plus le droit de jamais voter de ta vie. Donc là, on va arrêter souvent, par exemple, des populations noires, parce qu'ils votent souvent plus démocrates. Donc, on t'arrête, on te met en prison, puis là, à cause de la loi de l'État, tu ne peux plus voter jamais. Fait qu'il y a une façon comme ça de limiter le vote qui permet des fois d'aller chercher des victoires que tu n'aurais pas non plus. Fait que ça, c'est un autre aspect, là, l'espèce de guerre électorale où il y a comme de la magouille politique pour... et bien, il y a eu... ça, c'est une poursuite qui peut-être va faire du mal à Trump là, quand il ne sera plus président. C'est qu'en Géorgie, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce scandale-là, il a appelé le directeur électoral pour dire « Trouve-moi 11 000 votes » ou... C'est ça, « Trouve-moi 11 000 votes pour que je puisse gagner cet État. » Mais ça, c'est de la corruption électorale, là. Et selon les lois de la Géorgie, ça, c'est passible de 5 ans de prison. Et puis là, Trump avait réussi à faire arrêter la poursuite, mais là, la poursuite vient d'être réenclenchée. Donc ça, il n'en a pas fini avec la justice. Il pourrait encore théoriquement risquer la prison pour cette histoire-là. Donc pourquoi il se fait élire? C'est toutes sortes de choses, là. Une autre chose qu'on peut nommer, c'est les firmes, les MAGA là, de Silicon Valley, des entreprises comme Cambridge Analytica qui sont... Ça, c'est des
des entreprises spécialisées dans le profilage des électeurs sur Internet. Donc, avec Facebook, on est capable de savoir, OK, telle personne, ça, c'est quelqu'un qui est indécis politiquement, fait qu'on va la cibler pour la faire voter du bon bord. Puis en Grande-Bretagne, c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire passer le Brexit, parce qu'au départ, c'était plutôt le fait de rester dans l'Europe, c'était ce clan-là qui gagnait. Mais là, avec l'intervention de Cambridge Analytica, ils ont réussi à renverser le résultat. Et cette firme-là, Cambridge Analytica, a contribué à l'élection de Trump en 2016. Ainsi que Poutine, d'ailleurs, on parlait des Russes, là. Et ça, il y a eu une grosse commission d'enquête aux États-Unis qui était présidée par un monsieur qui s'appelait Mueller, la commission Mueller. Et là, ils ont établi de façon évidente que Poutine avait travaillé pour faire élire Trump en 2016. Donc ça, c'est un autre facteur aussi, des ingérences étrangères dans les élections. Donc, vous voyez, on vit dans un monde qui... Jeune, souvent, on est idéaliste, on a des belles valeurs, on voudrait que tout soit... Mais la réalité est souvent moins rose, puis on voit que les joutes politiques, ça ne se passe pas toujours de façon droite. Mais au Canada, au Québec, je pense qu'on a la chance de vivre dans un système qui est beaucoup plus sain que ce qu'on voit au Sud. Est-ce qu'il y en aurait un? Oui. OK. Parce qu'on parlait de dangerosité, et puisqu'il est encore au pouvoir, moi, je pense aux élections de mi-mandat l'année prochaine. Comme ça ne va pas très bien dans les sondages, même s'il ne veut pas en entendre parler, il en est quand même conscient. Est-ce qu'il pourrait interdire les élections de mi-mandat ou invalider les résultats? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là, étant donné que le département de la justice, de son côté, etc.? Moi, je pense que lui, il est vraiment prêt à tout. Il n'y a pas de barrière, là. Trump, il se dit jamais « Oh non, ça, c'est trop gros, c'est trop... c'est pas faisable, je peux pas faire une chose comme ça. » Moi, je pense que lui, il est prêt à faire toutes ces choses-là. Donc, s'il sent qu'il pourrait perdre les élections de mi-mandat... D'ailleurs, c'est une théorie qui circule. Puis, on a même un extrait vidéo où un expert dit dans une situation comme si le pays est en guerre, on peut suspendre des élections. Puis là, Trump il dit « Ah oui, c'est vrai, ça, on peut suspendre des élections si on est en guerre. » Donc, est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à, mettons, faire une guerre avec, exemple, le Venezuela, puis dire « Ah, on est en état de guerre, on ne peut pas avoir d'élection. » Moi, je pense que lui, il est prêt à envisager ça. Là, c'est est-ce que le pays, le système le laisse faire ça? Puis souvent, avec Trump, on en revient à ça. C'est ce que Trump veut. Moi, après avoir fait le livre et la recherche, je pense que c'est assez facile de répondre à ça. Lui, il voudrait être un dictateur. Il voudrait rester au pouvoir pour toujours. Ça, c'est ce qu'il veut. Je pense que c'est assez simple de l'envisager. Là, mais ce qu'il peut, là, ça dépend du système américain. Est-ce qu'il est assez solide pour résister à Trump? Est-ce que les gens vont être capables de lui tenir tête? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de lui, parce que tous ceux autour de lui qui ne font pas ce qu'il veut, il les renvoie. Comme dans l'émission « You're fired ». Donc, il y a beaucoup de gens qui se soumettent à lui, qui n'osent pas s'opposer. Mais comme par exemple tous les tarifs douaniers qu'il impose, c'est le Congrès, en fait, qui a la responsabilité de faire ça, pas le président. Puis là, la Cour suprême, normalement, devrait rendre la décision que ces tarifs douaniers sont illégaux. Mais est-ce que les juges qu'il a nommés vont oser le faire? Donc, c'est beaucoup ça, la situation. Est-ce que les gens vont oser lui tenir tête en rappelant les règles de la Constitution? Parce que la Constitution, c'est la loi suprême du pays. Ce sont des lois qui sont pas inamovibles, mais qui sont... C'est pas évident là, de changer les règles des lois d'une Constitution. Donc, tous les gens sont censés respecter la Constitution, mais Trump, il la transgresse tous les jours, là. Mais est-ce qu'à un moment donné, les gens vont adopter une position ferme? Donc,
est-ce qu'il est prêt à faire des choses extrêmes pour rester au pouvoir? Je suis sûr qu'il le veut. Est-ce qu'il le peut? Là, ça va dépendre beaucoup de si les gens... parce qu'il a fait beaucoup de blagues hein, sur « Ah, je vais demander un 3e mandat », mais dans la Constitution, ça dit clairement pas plus de 2 mandats pour un président. Tu ne peux pas avoir 3 mandats. Mais là, il fait de la marchandise, là, du merch, Trump 2028. Ça veut dire un 3e mandat. Là. Donc, ils ont Trump en 2028. Et puis, ils vendent des T-shirts, des casquettes, Trump 2028. Mais il ne peut pas se présenter en 2028. Mais c'est pas grave, on vend les T-shirts quand même. Puis là, on essaie de convaincre la population que ça serait bien que Trump revienne une 3e fois. Puis là, il va probablement invoquer le précédent parce qu'il y a un président qui a fait ça c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, il va dire même chose, on est dans une situation de crise. Je vais pouvoir demander un 3e mandat, moi aussi. Puis, regardez, la population le demande. Donc, c'est ça, la démocratie. Donc, puis là, mais là, il ne suit pas la Constitution. Là. Mais il pourrait faire ce genre de choses. C'est même très probable qu'il fasse ça. Merci. Steve Bannon a annoncé qu'il fallait s'attendre à un 3e mandat récemment. Donc, oui, c'est une possibilité. Vous avez des questions encore? Ouais, alors, question pour vous. Donc, ici, vous avez justement publié un livre sur tout le cas Trump, mais aux États-Unis, ça a l'air d'être un peu plus compliqué, justement avec le fait qu'il peut contrôler tous les médias. Donc, est-ce que pour vous, il y aurait un moyen de montrer toute la supercherie de Trump? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait une critique, il se fait punir soit en se faisant poursuivre, soit en n'ayant plus de droit de diffuser. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen pour justement montrer sans se faire censurer par Trump? Bien, pour faire mon livre, j'ai lu une 40aine de livres sur Trump, puis pas tous, mais la plupart d'entre eux, il y en a qui ont un point de vue très critique sur Trump. Donc, c'est possible de publier des livres aux États-Unis qui font une critique de Trump. Le bon côté, c'est que Trump ne lit pas. Fait que ces livres-là... Trump, ce qu'il n'aime pas, c'est quand quelqu'un parle à la télé contre lui. Parce que Trump regarde la télé. On dit qu'il passe peut-être 8 heures par jour à regarder la télé. Fait que ce qui vraiment, lui, le choque, c'est quand il entend quelqu'un à la télé qui parle contre lui. Là, mais quelqu'un qui a écrit un livre, pour lui, c'est comme si ça n'existe pas, les livres, parce qu'il ne les lit pas. Donc ça, je pense que c'est pas un problème. On peut... Puis il y en a plein de livres, même très récents, que je cite, qui ont nourri mon analyse. Et puis, fait que moi, je pense que cette liberté-là existe encore de le critiquer aux États-Unis. Ceux qui se font punir, c'est ceux dans son entourage proche. Mais il y a des politiciens démocrates qui sont comme le nouveau maire de New York, là, Mamdani, il le critique très directement. Puis le sénateur Bernie Sanders là, de l'État du Vermont aussi, de façon très ouverte, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, là, puis plein d'autres qui critiquent Trump ouvertement. Donc ça, pour l'instant, ces gens-là utilisent leur liberté d'expression, puis je pense que c'est toujours possible. Merci. Vous avez mentionné que Trump, il revendiquait la fortune de son père, mais est-ce que son père, il a déjà contredit ces faits ou il le laissait aller? Non, il le laissait, puis selon l'explication c'est que le père de Donald, qui s'appelle Fred, lui avait donc amassé toute cette fortune, mais là, il était devenu un vieil homme. Et puis là, Fred, lui, un peu son obsession, c'est qu'il ne voulait pas... parce que quand on transmet son argent par héritage, l'impôt vient en prendre une grosse partie. Et là, Fred, ça l'obsédait que l'impôt vienne prendre une bonne partie de la fortune qu'il avait construite. Fait que Fred avait utilisé des centaines de stratagèmes pour transférer son argent à ses enfants sans que l'impôt le sache. Donc là, quand Donald disait « Je suis super riche, j'ai plein d'argent », mais ça faisait l'affaire de Fred que Donald fasse comme si c'était son argent, parce que là, l'impôt pouvait penser que l'argent de Donald, ça ne venait pas de Fred, ça venait de Donald lui-même. Et donc, ça échappait à l'impôt sur les successions.
Donc, c'est un peu technique là, comme explication, mais c'est une des raisons que des journalistes ont donné pour expliquer que Fred ne s'est jamais opposé à ça. Puis, ce qui arrivait aussi, c'est qu'après la fameuse condamnation pour discrimination raciale là, dans l'allocation de logement, Fred était devenu un peu comme un homme d'affaires mal vu. C'était difficile pour lui de faire des projets. Fait que là, souvent, il était comme l'investisseur secret derrière Donald. Donc, il laissait Donald prendre le devant de la scène. Puis, c'est que Fred aussi avait été reconnu coupable de fraude fiscale. Il avait commis plusieurs fraudes, Fred, dans le courant de sa vie. Il avait fraudé un programme d'aide gouvernementale au logement, etc. Donc là, à un moment donné, Fred était barré de tous les programmes et tout ça. Et il laissait Donald faire comme si c'était lui qui menait tous les projets, mais c'était Fred en arrière qui fournissait l'argent et tout. Donc, Fred a laissé Donald prendre le devant de la scène aussi pour des raisons comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'a jamais contredit Donald sur tout ce qu'il racontait, parce que ça faisait son affaire pour des raisons fiscales, mais aussi parce que lui-même, politiquement, on l'empêchait de faire des projets, mais là, Donald pouvait arriver en disant « c'est mon projet à moi », mais en réalité, c'était son père derrière qui fournissait l'argent. Je ne sais pas si ça répondait. Très bonne question. Je vous remercie énormément pour votre présence. On remercie Alain Roy pour sa présence aussi aujourd'hui. Merci Ariane pour l'animation.